Je n'oublierai jamais le moment où j'ai réalisé qu'Élise Moreau avait disparu. C'était le 15 mars 2023, dans les salons dorés du palais Schwarzenberg à Vienne, et mes mains tremblaient encore en tenant le collier de diamants qu'elle portait quelques heures plus tôt. Comme chef de la sécurité privée de l'ambassade française, j'avais pour mission de veiller sur elle pendant ce bal diplomatique de prestige, mais j'avais échoué de la manière la plus spectaculaire qui soit. Les derniers témoins l'avaient vue danser une valse envoûtante avec le comte Maximilian von Habsburg vers 23h30. Ses cheveux auburn brillants sous les lustres de cristal de baccarat, sa robe Dior couleur champagne épousant parfaitement sa silhouette élégante. À minuit 15, elle avait simplement disparu. Pas de traces, pas d'adieu, comme si la terre l'avait engloutie dans un tourbillon de soie et de mystère. L'affolement s'était emparé des 400 invités triés sur le volet. Ministres européens, héritiers de dynasties industrielles, ambassadeurs et magnates de la finance internationale. Tous comprenaient instinctivement qu'un scandale de cette ampleur pouvait faire vaciller leurs empires construits sur l'image et la réputation. Le champagne Krug continuait de couler, mais les sourires s'étaient figés en masques de marbre. Dans cette atmosphère suffocante où chaque regard cachait un secret, j'ai commencé à comprendre qu'Élise n'était pas seulement la fille innocente du diplomate Pierre Moreau que tous croyaient connaître. Les bribes de conversation que je captais révélaient une jeune femme de 28 ans prise dans un réseau d'intrigues qui dépassait largement les salons viennois, impliquant des sommes colossales et des alliances géopolitiques complexes. Ce que j'ignorais encore, c'est que sa disparition allait déclencher une série d'événements qui ébranleraient les fondements même de l'Europe diplomatique, révélant des connexions entre le blanchiment d'argent russe, les trafics d'art nazis et les chantages sexuels au plus haut niveau de l'État. Élise Moreau n'était pas une victime. Elle était la clé de tout. Je m'appelle Vincent Lemaire et pendant 12 ans, j'ai été l'ombre discrète qui protégeait les secrets de la haute société française. Ancien officier de la DGSE reconverti dans la sécurité privée, j'accompagnais les personnalités les plus influentes de notre pays dans leurs déplacements les plus délicats. C'est ainsi que j'ai rencontré Élise Moreau en 2021, quand son père Pierre a été nommé ambassadeur extraordinaire pour les relations franco-autrichiennes. Dès notre première rencontre, j'ai été frappé par son intelligence acérée qui contrastait avec l'image de jeune femme mondaine qu'elle cultivait soigneusement. Élise évoluait dans un univers où les diamants Harry Winston côtoient les conversations en 5 langues, où les villas de Saint-Tropez servent de décor aux négociations qui redessinent les cartes du pouvoir européen. Elle maîtrisait parfaitement les codes de ce monde impitoyable. Sourire énigmatique face aux paparazzi, silence complice devant les indiscrétions, élégance naturelle dans les galas caritatifs où se brassent des millions d'euros. Mais j'avais appris à lire au-delà des apparences, et je devinais chez elle une mélancolie profonde, comme si elle portait le poids de secrets trop lourds pour ses épaules délicates. Ce monde de privilèges absolus cache des réalités que le public ne soupçonne jamais. Les dîners privés où se décident les destins des nations, les liaisons secrètes qui scellent les alliances commerciales, les chantages subtils exercés à travers des photographies compromettantes ou des dossiers bancaires. Dans cette jungle dorée, Élise naviguait avec une aisance troublante, comme si elle connaissait tous les dangers et savait exactement comment les éviter. Du moins, c'est ce que je croyais jusqu'à cette nuit fatidique de mars 2023, où tout a basculé dans l'horreur et l'incompréhension. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de nous dire en commentaire de quel pays et quelle ville vous nous regardez. Les préparatifs du bal avaient commencé 3 semaines avant l'événement, et j'avais remarqué des changements subtils dans le comportement d'Élise. Habituellement d'une ponctualité exemplaire, elle avait commencé à arriver en retard aux réunions diplomatiques, ses yeux verts trahissant une fatigue que le maquillage Chanel ne parvenait plus à masquer. Lors de notre briefing sécurité du 1er mars, dans le bureau lambrissé de l'ambassade rue de Grenelle, elle m'avait regardé avec une intensité troublante avant de murmurer « Vincent, promettez-moi que quoi qu'il arrive, vous chercherez la vérité ». Le jour même du bal, Élise avait reçu 3 appels téléphoniques mystérieux que j'avais interceptés grâce au dispositif de surveillance de routine. Le premier, à 14h30, provenait d'un numéro suisse masqué et n'avait duré que 47 secondes. Sa voix, que je connaissais si bien, était devenue cassante, presque agressive. « Non, c'est impossible. Nous avions un accord. » Le second appel, vers 17h15, l'avait visiblement bouleversée. Je l'avais trouvée en larmes dans sa suite du Bristol, ses mains tremblant, tandis qu'elle tentait de retoucher son rouge à lèvres rouge Dior. Son chauffeur personnel, Franz Kellner, un Autrichien de 60 ans qui la connaissait depuis son enfance, m'avait confié ses inquiétudes pendant le trajet vers le palais Schwarzenberg. « Monsieur le maire, mademoiselle Élise n'est plus la même depuis quelques semaines. Elle reçoit du courrier étrange, toujours des enveloppes Kraft sans expéditeur. Hier, j'ai vu qu'elle brûlait des documents dans la cheminée de son salon, chose qu'elle n'avait jamais faite auparavant. Ces révélations m'avaient glacé le sang,
car elle confirmait mes propres observations troublantes. À notre arrivée au palais, vers 20h30, Élise portait une création haute couture signée Maria Grazia Chiuri pour Dior. Une robe bustier en soie sauvage champagne, ornée de broderies de perles et de cristaux Swarovski, accompagnée du célèbre collier Étoile de Vienne, composé de diamants roses de 15 carats chacun, prêté exceptionnellement par la maison Van Cleef & Arpels. Malgré sa beauté saisissante, je discernais dans son regard une détresse profonde qu'elle masquait derrière son sourire diplomatique habituel. Les premières heures du bal s'étaient déroulées selon le protocole établi. Élise avait échangé des politesses avec le ministre autrichien des Affaires étrangères Alexander Schallenberg, avait été photographiée aux côtés de l'ambassadrice allemande et avait participé à une conversation animée avec le directeur général de l'Opéra de Vienne. Cependant, je remarquais qu'elle consultait obsessionnellement son téléphone Vertu, un modèle en or rose et diamant noir, et que ses réponses devenaient de plus en plus évasives au fur et à mesure que la soirée avançait. Vers 22h15, j'ai observé une scène qui m'a particulièrement intrigué. Élise s'entretenait avec Dmitri Volkov, un oligarque russe officiellement en exil depuis 2022, mais dont la présence à Vienne soulevait de nombreuses questions diplomatiques. Leur conversation menée en russe, langue qu'Élise maîtrisait parfaitement grâce à ses études à l'école normale supérieure, semblait particulièrement tendue. J'ai pu saisir quelques mots. Dogovor, contrat, Opasnost, danger et Posleniras, dernière fois. Le comte Maximilien von Habsburg, héritier d'une fortune estimée à 800 millions d'euros et collectionneur d'art réputé, était arrivé vers 23 ans avec sa suite habituelle. Grand, élégant, portant un smoking Huntsman de Savile Row et une montre Patek Philippe Perpetual Calendar en platine, il dégageait cette aura de pouvoir ancestral qui caractérise l'aristocratie européenne. Dès qu'il avait aperçu Élise, ses yeux s'étaient illuminés d'un éclat particulier et il s'était dirigé vers elle avec la détermination d'un prédateur expérimenté. Leur danse avait commencé sur les notes envoûtantes de Der Rosenkavalier de Richard Strauss, interprété par l'Orchestre Philharmonique de Vienne. Élise semblait hypnotisée par la prestance du comte, leur corps se mouvant en parfaite harmonie sous les regards admiratifs des invités. Cependant, leurs échanges chuchotés trahissaient une intimité troublante qui dépassait le simple flirt mondain. J'avais tenté de me rapprocher discrètement, mais la foule dense et les protocoles diplomatiques m'empêchèrent de surveiller efficacement leurs moindres gestes. À 23h45, j'ai perdu Élise de vue pour la première fois de la soirée. Le comte et elle avaient quitté la piste de danse principale pour se diriger vers les salons privés du premier étage, zone traditionnellement réservée aux conversations diplomatiques les plus sensibles. Mon instinct de protection s'était immédiatement déclenché, mais l'étiquette stricte du protocole m'interdisait de les suivre sans invitation explicite. Cette hésitation de quelques minutes allait se révéler fatale et hanter mes nuits pendant des mois. À minuit précis, les serveurs en livrée dorée avaient commencé le service du champagne de minuit, du Dom Pérignon Vintage 1996, spécialement sélectionné pour célébrer les accords commerciaux franco-autrichiens signés plus tôt dans la semaine. C'est à ce moment que j'ai réalisé qu'Élise n'était plus dans les salons. Le comte von Habsburg dansait maintenant avec la comtesse de Beaumont, affichant une désinvolture qui me paraissait suspecte. Quand je lui ai demandé où se trouvait Élise, il m'a simplement répondu avec un sourire énigmatique. Mademoiselle Moreau avait un appel urgent à passer. Une affaire de famille, je crois. Les recherches initiales dans le palais avaient duré 2 heures, mobilisant discrètement tout le personnel de sécurité pour éviter un scandale public. C'est en fouillant la suite privée qu'Élise utilisait pour se rafraîchir que j'ai fait ma première découverte troublante. Son sac Hermès Birkin en crocodile noir, d'une valeur de 180 000 €, était resté sur la coiffeuse Louis XVI, contenant son passeport diplomatique, ses cartes de crédit American Express Centurion et une clé USB cryptée que je n'avais jamais vue auparavant. Cette clé USB, dissimulée dans un compartiment secret de son portefeuille Bottega Veneta, contenait des documents qui allaient bouleverser ma compréhension du personnage d'Élise. Grâce à mes contacts dans les services de renseignement, j'ai pu décrypter une partie des fichiers, correspondance avec des banques offshore des îles Caïmans, contrats d'achat d'œuvres d'art pour des montants dépassant les 50 millions d'euros, et surtout, une liste de noms de personnalités européennes accompagnés de sommes astronomiques et de codes géographiques mystérieux. Parmi ces noms figuraient des révélations stupéfiantes. Le ministre belge des Finances avec une mention « Projet Rubis, 15 €, Genève », un sénateur italien accompagné de « Collection Monnaie, 8 €, Monaco », et plus troublante encore, le directeur d'une grande banque française avec l'annotation « Dossier Kandinsky », 12 meneurs, liquidation urgente. Ces documents suggéraient qu'Élise était impliquée dans un réseau international de blanchiment d'argent, utilisant le marché de l'art comme façade légale.
Mes investigations m'ont mené vers Markus Steiner, un expert en art viennois de réputation internationale, qui entretenait des relations professionnelles avec Élise depuis 2022. Dans son bureau somptueux de la Kärtnerstrasse, entouré de toiles de maître et de sculptures antiques, il m'a révélé des aspects méconnus de la personnalité d'Élise. Mademoiselle Moreau possédait un œil exceptionnel pour détecter les faux, une intuition presque surnaturelle. Elle m'avait aidé à identifier plusieurs contrefaçons de Picasso qui circulaient sur le marché noir européen. Steiner m'a également confié qu'Élise enquêtait discrètement sur un réseau de trafiquants d'art qui écoulait des œuvres volées par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle était obsédée par l'affaire des tableaux disparus de la collection Rothschild, estimée aujourd'hui à plus de 200 millions d'euros. Élise pensait avoir identifié leur localisation actuelle et les personnes impliquées dans leur dissimulation. C'était devenu une véritable croisade personnelle pour elle, presque dangereuse dans son intensité. Cette révélation m'a conduit vers Interpol Vienne, où l'inspecteur Klaus Hoffmann dirigeait une enquête confidentielle sur le trafic international d'œuvres d'art. Dans les bureaux sécurisés de l'organisation, il m'a montré un dossier classé secret, défense. Opération Orpheus. Élise Moreau y figurait comme informatrice officieuse depuis 8 mois, fournissant des renseignements précieux sur les circuits de blanchiment utilisés par l'aristocratie européenne et les oligarques russes en exil. Mademoiselle Moreau risquait gros, m'a expliqué Hoffmann en ajustant ses lunettes cerclées d'acier. Elle avait infiltré plusieurs cercles très fermés, le club des collectionneurs de Genève, la Société des amateurs d'art de Monaco et même le très exclusif Cercle Rothschild de Londres. Ces organisations brassent des milliards d'euros et n'hésitent pas à éliminer ceux qui menacent leurs intérêts. Nous lui avions proposé une protection rapprochée qu'elle avait refusée, prétextant que cela compromettrait sa couverture. Les éléments s'assemblaient progressivement pour révéler le double jeu d'Élise. Officiellement diplomate culturelle, elle était en réalité un agent infiltré dans les réseaux les plus secrets de l'art européen. Ses connaissances en histoire de l'art, ses relations privilégiées avec les grandes familles aristocratiques et sa maîtrise de 6 langues en faisaient l'informatrice idéale. Cependant, cette position la mettait en contact direct avec des criminels de haut vol, prêts à tout pour protéger leurs empires, bâtis sur le pillage et le mensonge. Ma découverte la plus troublante est venue de son appartement privé du 7e arrondissement parisien, avenue Bosquet. Un duplex de 400 mètres carrés décoré avec un goût exquis. Derrière un tableau de monnaie authentique, j'ai trouvé un coffre-fort contenant des photographies compromettantes de plusieurs personnalités européennes en situation intime, accompagnées de documents bancaires et de contrats secrets. Élise pratiquait-elle le chantage pour financer ses opérations d'infiltration, ou était-elle elle-même victime d'un réseau plus vaste ? Ces révélations transformaient complètement ma perception d'Élise Moreau. De diplomate innocente, elle devenait une joueuse experte dans un jeu mortel où s'entrecroisaient espionnage international, trafic d'art et chantage politique. Sa disparition n'était plus un enlèvement ordinaire, mais l'élimination programmée d'un témoin gênant qui en savait trop sur les secrets les mieux gardés de l'Europe. La question qui m'obsédait désormais était simple. Qui, parmi ses complices ou ses victimes, avait décidé de faire taire Élise Moreau définitivement ? Mon enquête m'a naturellement conduit vers Pierre Moreau, le père d'Élise, dont le bureau d'ambassadeur extraordinaire se situait dans l'un des plus beaux hôtels particuliers de Vienne, le palais Esterházy. Cet homme de 63 ans, diplômé de l'ENA et ancien directeur adjoint du Quai d'Orsay, m'a reçu dans son bureau aux murs tapissés de cuir rouge, entouré de portraits d'anciens diplomates français. Son visage marqué par l'inquiétude trahissait une connaissance plus approfondie des activités secrètes de sa fille qu'il ne voulait l'admettre initialement. Vincent, m'a-t-il confié en servant 2 verres d'un Hennessy Paradis vieux de 30 ans, Élise a toujours été exceptionnelle, mais aussi imprévisible. Après sa thèse de doctorat en histoire de l'art à la Sorbonne, elle aurait pu choisir une carrière académique tranquille. Mais elle s'est passionnée pour les œuvres spoliées pendant la guerre, une obsession qui remonte à la découverte des activités de son arrière-grand-père maternel, Otto Kellner, un marchand d'art viennois qui avait collaboré avec les nazis. Cette révélation familiale éclairait d'un jour nouveau les motivations d'Élise. Sa croisade contre le trafic d'art nazi était une forme de rédemption personnelle, une tentative de racheter les crimes de son ancêtre. Pierre Moreau m'a montré des lettres manuscrites qu'Élise lui avait envoyées depuis 2021, détaillant ses découvertes progressives sur les réseaux de blanchiment contemporain. Elle était convaincue que certaines familles aristocratiques européennes continuaient de profiter d'œuvres volées, les faisant circuler discrètement pour financer leurs activités politiques. L'ambassadeur m'a également révélé qu'Élise entretenait des relations particulières avec plusieurs personnalités influentes, notamment Christina von Liechtenstein, héritière de la principauté et présidente de la fondation Liechtenstein pour l'art européen. Christina et Élise s'étaient rencontrées lors d'une vente aux enchères chez Christie's à Londres en 2022. Elles se partageaient une passion commune pour l'art de la Renaissance, mais je soupçonnais leur relation de dépasser le cadre purement artistique.
Élise me parlait souvent des révélations que Christina lui faisait sur l'origine douteuse de certaines collections privées. Mes recherches sur Christina von Liechtenstein ont révélé un personnage fascinant. Âgée de 42 ans, diplômée d'Oxford en histoire de l'art, elle gérait une fortune familiale estimée à 3,5 milliards d'euros et possédait l'une des plus importantes collections d'art privées d'Europe. Cependant, des rumeurs persistantes suggéraient que cette collection contenait des œuvres d'origine douteuse, notamment des tableaux ayant appartenu à des familles juives déportées pendant la Seconde Guerre mondiale. J'ai réussi à obtenir un entretien avec Christina dans son château de Vaduz, une forteresse médiévale dominant la vallée du Rhin. Dans son salon privé décoré de tapisseries flamandes du XVIe siècle, elle m'a reçu avec une élégance glaciale, portant un ensemble Chanel en tweed noir et des bijoux Cartier d'une valeur inestimable. Élise était une jeune femme brillante mais naïve, m'a-t-elle déclaré d'une voix mesurée. Elle croyait pouvoir changer l'histoire en révélant des secrets vieux de 80 ans. Certaines vérités sont trop dangereuses pour être dévoilées. Christina a admis avoir fourni à Élise des informations sur plusieurs collections européennes, mais elle niait toute implication dans des activités illégales. Nous discutions d'art et d'histoire, rien de plus. Si Élise a choisi d'utiliser ces informations pour ses propres projets, c'est sa responsabilité. Je l'avais mise en garde contre les dangers de s'attaquer à certaines familles. Le pouvoir de l'argent ancien ne pardonne jamais les indiscrétions. Ces paroles, prononcées avec un détachement troublant, sonnaient comme une menace à peine voilée. Mon investigation m'a ensuite mené vers le comte Maximilian von Habsburg, le dernier homme à avoir été vu avec Élise. Son château de Schönbrunn, héritage familial de plusieurs siècles, abritait une collection d'art estimée à plus de 500 millions d'euros. Reçu dans sa bibliothèque privée, entouré d'incunables et de manuscrits médiévaux, le comte m'a accueilli avec la courtoisie distante de l'aristocratie habituée au secret. Ses yeux bleus perçants trahissaient une intelligence acérée et une capacité de manipulation redoutable. Élise Moreau était une femme exceptionnelle, d'une beauté et d'une culture rare, m'a confié le comte en caressant distraitement un chat persan blanc. Notre danse a été l'un des moments les plus exquis de cette soirée mémorable. Nous avons évoqué l'art, la musique, la poésie, des sujets qui passionnaient cette jeune femme cultivée. Quand elle m'a quitté vers minuit, elle semblait préoccupée par un appel téléphonique urgent. C'est la dernière fois que je l'ai vue. Son récit, parfaitement rodé, ne laissait transparaître aucune émotion véritable. Cependant, mes contacts dans les services de renseignement autrichiens m'ont révélé des informations troublantes sur le comte von Habsburg. Son nom figurait dans plusieurs enquêtes internationales sur le blanchiment d'argent et le trafic d'œuvres d'art. Sa fortune, officiellement héritée de ses ancêtres, était en réalité alimentée par des activités beaucoup moins nobles, vente d'armes, trafic de diamants africains et recyclage de capitaux d'origine criminelle. Élise avait-elle découvert ces activités illégales? Son enquête l'avait-elle menée trop près de la vérité? 3 semaines après la disparition d'Élise, j'ai reçu un appel téléphonique anonyme qui allait bouleverser le cours de mon enquête. Une voix féminine déguisée par un modulateur électronique m'a donné rendez-vous dans un café discret du 13e arrondissement viennois, loin des circuits touristiques habituels. Vous cherchez la vérité sur Élise Moreau? Venez seul à 15h précise au café central de la Landstrasse. Portez un journal français et commandez un café viennois. On vous contactera. Le message, livré d'un ton neutre et professionnel, suggérait une source proche des milieux du renseignement. Au rendez-vous, une femme d'une 50aine d'années, élégamment vêtue d'un tailleur Armani gris anthracite, s'est approchée de ma table. Ses cheveux auburn, tirés en chignon strict, et ses lunettes de soleil Bulgarie ne parvenaient pas à masquer complètement son identité. Natacha Volkov, la sœur de l'oligarque russe Dimitri, officiellement directrice de la Fondation Volkov pour l'art contemporain, officieusement l'une des informatrices les plus précieuses d'Interpol dans les affaires de blanchiment international. Monsieur le maire, Élise Moreau jouait un jeu très dangereux, m'a expliqué Natacha en sirotant son café. Elle avait découvert l'existence d'un réseau appelé Consortium Orpheus, une organisation secrète regroupant une dizaine de familles européennes qui contrôlent le marché noir de l'art depuis la fin de la guerre. Ce consortium possède des œuvres d'une valeur totale dépassant les 10 milliards d'euros, toutes d'origine douteuse, pillages nazis, vols dans des musées, contrefaçons sophistiquées vendues comme des originaux. Selon Natacha, Élise avait réussi à infiltrer ce consortium grâce à ses relations aristocratiques et à sa réputation d'experte en art. Votre protégé avait identifié les membres principaux, la famille von Habsburg, les Liechtenstein, les Bourbon-Parme, et même certaines branches des Rothschild européens. Elle documentait méticuleusement leurs transactions, leurs méthodes de blanchiment, leurs complices dans les maisons d'enchères internationales. Son dossier était assez complet pour faire s'effondrer tout le système. Cette révélation expliquait l'acharnement mis à faire disparaître Élise. Natacha m'a remis une clé USB contenant des copies des derniers rapports qu'Élise avait transmis à Interpol.
Ces documents prouvent que le consortium Orpheus ne se contente pas de vendre des œuvres volées. Il utilise l'art comme monnaie d'échange dans des négociations géopolitiques. Un Picasso contre un contrat d'armement, un Monet contre des informations d'État, un Van Gogh contre l'élimination d'un témoin gênant. Élise avait découvert que plusieurs assassinats d'experts en art depuis 2020 étaient en réalité des exécutions ordonnées par le consortium. Les révélations de Natacha m'ont conduit vers une enquête parallèle menée par le juge antiterrorisme français Marie Dubois, spécialisée dans les crimes financiers internationaux. Dans son bureau sécurisé du palais de justice de Paris, elle m'a confirmé l'existence d'une procédure judiciaire secrète visant le consortium Orpheus. Élise Moreau était notre témoin principal, la seule personne ayant réussi à pénétrer au cœur de cette organisation criminelle. Sa disparition compromet gravement notre enquête et met en danger plusieurs autres informateurs infiltrés en Europe. Le juge Dubois m'a révélé que le consortium utilisait des méthodes d'intimidation particulièrement sophistiquées. Ils ne tuent jamais directement leurs victimes. Ils créent des situations où la mort paraît accidentelle ou suicidaire, accident de voiture, noyade, chute d'escalier, overdose de drogue. Leurs exécuteurs sont des professionnels formés dans les meilleures académies militaires européennes, indétectables par les services de police classiques. Cette information glaçante suggérait qu'Élise avait pu être éliminée selon ces méthodes, son corps ayant disparu sans laisser de traces. Mes investigations m'ont également mené vers le docteur Andreas Richter, psychiatre spécialisé dans le traitement des traumatismes chez les agents infiltrés, qui avait suivi Élise depuis 2022. Dans son cabinet feutré de la rue de Rivoli, il m'a confié ses inquiétudes croissantes concernant l'état mental de sa patiente. Élise souffrait d'un syndrome post-traumatique complexe lié à sa découverte progressive des crimes de son arrière-grand-père et de son implication personnelle dans la perpétuation de ses réseaux. Elle développait des symptômes paranoïaques justifiés, impression d'être surveillée, cauchemars récurrents, attaques de panique. Le docteur Richter m'a révélé qu'Élise envisageait sérieusement de tout abandonner et de disparaître volontairement pour échapper aux pressions du consortium. Lors de notre dernière séance, 15 jours avant sa disparition, elle m'avait dit, textuellement, « Docteur, j'ai peut-être trouvé un moyen de les neutraliser définitivement, mais cela implique que je disparaisse pour un temps. Si quelque chose m'arrive, cherchez du côté de Genève. » Elle semblait avoir découvert un élément décisif dans son enquête, quelque chose de suffisamment important pour justifier qu'elle risque sa vie. Cette piste genevoise m'a conduit vers la banque Rothschild & Associés de Genève, institution financière séculaire spécialisée dans la gestion de fortunes privées et les transactions d'art de haute valeur. Dans les bureaux somptueux de la rue du Rhône, j'ai rencontré discrètement Sarah Goldstein, directrice du département patrimoine artistique. Une femme de 45 ans dont la grand-mère avait été spoliée de sa collection d'art par les nazis en 1943. Sarah m'a révélé qu'Élise avait ouvert un coffre-fort numéroté sous une fausse identité 3 mois avant sa disparition, y déposant des documents qu'elle qualifiait de « assurance vie contre le consortium ». La procédure d'ouverture du coffre-fort numéro 2847 a nécessité l'intervention du procureur général suisse et d'un mandat international d'Interpol. Sarah Goldstein, mue par sa propre quête de justice familiale, a facilité discrètement les démarches administratives. Le contenu du coffre a dépassé toutes nos attentes. 847 pages de documents photographiés, 23 enregistrements audio cryptés et surtout une carte détaillée localisant précisément le bunker secret du consortium sous le château de Neuschwanstein. Élise avait également laissé une lettre manuscrite destinée à son père, expliquant ses motivations profondes et ses dernières découvertes. Dans cette lettre testamentaire, Élise révélait avoir identifié le véritable cerveau du consortium Orpheus. Christina von Liechtenstein orchestrait personnellement toutes les opérations depuis son château de Vaduz, utilisant sa réputation de mécène respectable comme couverture parfaite. « Papa », écrivait-elle de son écriture élégante, « j'ai découvert que Christina coordonne un réseau de tueurs professionnels recrutés parmi d'anciens agents des services secrets européens. Ils éliminent systématiquement tous ceux qui menacent leurs opérations. Je sais qu'ils me surveillent, mais je ne peux pas reculer maintenant que la vérité est si proche. » Les enregistrements audio contenaient des conversations compromettantes entre Élise et les membres principaux du consortium, notamment un dialogue terrifiant avec Christina von Liechtenstein datant du 10 mars 2023, soit 5 jours avant sa disparition. « Ma chère Élise, votre curiosité excessive devient problématique. Nous avons investi trop d'énergie dans la construction de ce système pour qu'une idéaliste romantique vienne tout détruire. Réfléchissez bien aux conséquences de vos actions. » La menace, prononcée d'une voix glaciale, ne laissait aucun doute sur les intentions homicides de l'aristocrate. Sarah Goldstein m'a également révélé qu'Élise avait établi un protocole de sécurité sophistiqué. Si elle ne venait pas récupérer les documents avant le 1er avril 2023, ils seraient automatiquement transmis à tous les grands médias européens et aux autorités judiciaires internationales. Mademoiselle Moreau savait qu'elle courait un danger mortel, m'a confié Sarah les larmes aux yeux. Elle m'avait dit « Si je meurs,
au moins, ma mort servira à quelque chose. Ces documents feront s'effondrer tout leur empire de mensonges et de sang. L'analyse des documents bancaires trouvés dans le coffre a révélé l'ampleur financière stupéfiante du consortium. Transactions totalisant plus de 50 milliards d'euros depuis 2010, comptes secrets dans 14 paradis fiscaux et un réseau de sociétés écrans s'étendant de Monaco aux îles Caïmans. Élise avait méticuleusement tracé les flux financiers, prouvant comment les ventes d'art volées finançaient des opérations d'armement illégales, de trafic de drogue et même de traite d'êtres humains à travers l'Europe de l'Est. Ma dernière découverte cruciale est venue d'un informateur anonyme qui m'a contacté par courrier crypté. Un garde du château de Neuschwanstein confirmait l'existence du bunker souterrain et fournissait des photographies du trésor nazi caché. Les images montraient des milliers d'œuvres d'art entassées dans des conditions parfaites de conservation. Toiles de Picasso, Monet, Van Gogh, sculptures antiques, manuscrits médiévaux enluminés. Ce garde, rongé par la culpabilité, révélait que le consortium utilisait ce bunker comme banque d'art pour garantir ses opérations criminelles les plus risquées. Les preuves rassemblées formaient un dossier d'accusation de plus de 3000 pages, suffisant pour faire tomber l'intégralité du réseau criminel européen. Cependant, une question lancinante demeurait. Où se trouvait Élise ? Les documents de Genève ne révélaient pas son sort, mais ils contenaient suffisamment d'éléments pour lancer la plus vaste opération policière internationale jamais organisée contre le trafic d'art. Le sacrifice d'Élise Moreau, qu'elle soit vivante ou morte, allait enfin permettre de rendre justice aux millions de victimes spoliées par les nazis et leurs héritiers contemporains. Armé de ces preuves irréfutables, j'ai coordonné avec Interpol le lancement de l'opération Justice Orpheus pour le 15 mai 2023. 43 mandats d'arrêt internationaux ont été émis simultanément, visant tous les membres identifiés du consortium dans 12 pays européens. Les taux se resserraient enfin autour de ces criminels en costume 3 pièces qui avaient cru pouvoir éternellement échapper aux conséquences de leurs crimes. Élise Moreau, où qu'elle soit, allait enfin être vengée. Le compte à rebours final avait commencé. Dans 72 heures, l'Europe découvrirait la véritable nature de son aristocratie dorée, et le nom d'Élise Moreau entrerait dans l'histoire comme celui d'une héroïne qui avait sacrifié sa vie pour la justice. Son courage exceptionnel allait déclencher une révolution silencieuse qui changerait à jamais les règles du jeu dans les milieux les plus privilégiés du continent. La petite diplomate française était sur le point de faire trembler les trônes les plus solidement établis d'Europe. Mais avant ce dénouement triomphal, il me restait à découvrir le sort réel d'Élise Moreau et à comprendre les circonstances exactes de sa disparition. Les dernières pièces du puzzle allaient bientôt se mettre en place, révélant une vérité encore plus terrible que tout ce que j'avais imaginé jusqu'alors. L'histoire touchait à sa fin, mais les révélations les plus choquantes m'attendaient encore dans les dernières heures de cette enquête qui avait consumé ma vie pendant des mois. L'opération Justice Orpheus a été lancée simultanément dans 12 pays européens le 15 mai 2023 à 6 heures précises. Depuis le centre de commandement d'Interpol à Lyon, j'ai assisté en direct aux arrestations de Christina von Liechtenstein dans son château de Vaduz, du banquier suisse Klaus Brunner dans sa villa de Gstad et de l'antiquaire londonien Sir Reginald Pemberton dans sa galerie de Mayfair. Les images des forces spéciales pénétrant dans le bunker de Neuschwanstein et découvrant le trésor nazi caché ont fait le tour du monde en quelques heures, provoquant un séisme médiatique sans précédent. Christina von Liechtenstein, menottée et transférée vers la prison de la Santé à Paris, a finalement avoué le sort d'Élise Moreau lors de son interrogatoire du 18 mai. « Nous l'avons enlevée dans les jardins du palais Schwarzenberg à minuit 15, a-t-elle déclaré d'une voix monocorde au juge Dubois. 3 de mes hommes l'ont transportée dans mon château privé des Alpes autrichiennes. Elle a été interrogée pendant 4 jours pour révéler l'emplacement de ses preuves. Elle n'a jamais parlé, même sous la torture. Elle est morte le 19 mars d'une balle dans la nuque, tirée par mon chef de sécurité personnel. L'aveu de Christina a permis de localiser le corps d'Élise dans une forêt de mélèze près de Salzbourg, enterré dans une tombe anonyme à 2 mètres de profondeur. L'autopsie médico-légale a confirmé les terribles sévices subis. Brûlures de cigarettes, fractures multiples, traces d'électrocution. Malgré ces tortures épouvantables, Élise avait résisté héroïquement, emportant ses secrets dans la mort et permettant ainsi le déclenchement de l'opération qui a détruit le consortium. Son courage physique et moral dépassait tout ce que j'avais imaginé de cette jeune femme apparemment si fragile. Les révélations du procès ont stupéfié l'Europe entière. Le consortium Orpheus contrôlait secrètement plus de 200 musées, 89 maisons d'enchères et 156 galeries d'art à travers le continent. Leurs profits criminels financèrent des campagnes politiques, des opérations terroristes et même des assassinats d'État. Le comte Maximilian von Habsburg a été retrouvé mort dans sa bibliothèque le 22 mai,
officiellement par suicide, mais probablement empoisonné par ses complices pour l'empêcher de témoigner contre les survivants du réseau. Pierre Moreau, brisé par la mort atroce de sa fille unique, a témoigné avec une dignité bouleversante lors du procès de Christina von Liechtenstein. « Élise savait qu'elle risquait sa vie », a-t-il déclaré, la voix brisée par l'émotion. « Elle me l'avait dit lors de notre dernière conversation téléphonique. « Papa, si quelque chose m'arrive, souviens-toi que j'aurais choisi de mourir pour la justice plutôt que de vivre dans le mensonge. » Elle était l'honneur de notre famille et de notre pays. Ses larmes ont ému toute l'assistance, y compris les journalistes les plus endurcis. L'ampleur des restitutions d'œuvres d'art a dépassé tous les records historiques. 847 familles spoliées ont récupéré leurs biens ancestraux, représentant une valeur totale de 23 milliards d'euros. Le musée du Louvre a dû retirer 34 tableaux de ses collections permanentes, la National Gallery de Londres 28 œuvres et le Kunsthistorisches Museum de Vienne 67 pièces. Cette purification des collections européennes, surnommée « l'effet Élise » par les médias, a marqué un tournant historique dans la reconnaissance des crimes nazis et de leur prolongement contemporain. Christina von Liechtenstein a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité pour crimes contre l'humanité, assassinats multiples et association de malfaiteurs en bande organisée. Lors de la lecture du verdict, elle a regardé directement la caméra et a prononcé ses derniers mots publics. Élise Moreau était une idéaliste naïve qui ne comprenait pas les réalités du pouvoir. Sa mort était nécessaire pour préserver l'ordre établi. Je ne regrette rien. Cette déclaration glaciale a provoqué un tollé international et confirmé sa nature profondément psychopathe. Les avoirs criminels saisis lors de l'opération ont permis de créer un fonds d'indemnisation de 15 milliards d'euros pour les familles de victimes du nazisme et leurs descendants. La fondation Élise Moreau pour la justice artistique, présidée par Pierre Moreau, gère la redistribution de ces fonds et continue les recherches sur les œuvres encore disparues. Cette fondation emploie aujourd'hui plus de 200 experts internationaux et a déjà permis l'identification de 3000 œuvres volées supplémentaires dans des collections privées européennes. Le bunker de Neuschwanstein a été transformé en mémorial international dédié aux victimes du pillage nazi, ouvert au public le 15 mars 2024, exactement un an après la disparition d'Élise. La cérémonie d'inauguration, présidée par les chefs d'État français et allemands, a rassemblé plus de 10 000 personnes venues rendre hommage au courage exceptionnel de la jeune diplomate française. Son portrait, peint par l'artiste contemporain Anselm Kiefer, orne l'entrée principale du mémorial, accompagné de ses derniers mots retrouvés dans ses notes personnelles. La vérité vaut tous les sacrifices. L'impact géopolitique de l'affaire Élise Moreau a été considérable. Plusieurs gouvernements européens sont tombés suite aux révélations sur leurs liens avec le consortium. De nouvelles lois internationales ont renforcé la lutte contre le trafic d'art. Et l'Union européenne a créé une police spécialisée dans les crimes artistiques. Le sacrifice d'une seule femme courageuse a déclenché une révolution silencieuse qui continue de transformer les relations de pouvoir en Europe, prouvant que la détermination individuelle peut triompher des systèmes criminels les plus sophistiqués et les plus puissants. Aujourd'hui, en écrivant ces lignes dans le silence de mon bureau parisien, je mesure l'extraordinaire héritage laissé par Élise Moreau à l'Europe et au monde entier. Cette jeune femme de 28 ans, que j'avais pour mission de protéger et que j'ai échoué à sauver, a accompli en mourant ce que des générations d'enquêteurs n'étaient jamais parvenus à réaliser. Démanteler définitivement les réseaux criminels héritiers du nazisme et rendre justice à des millions de victimes oubliées. Son sacrifice personnel a libéré l'art européen de 80 ans de mensonges et de complicité, permettant enfin aux familles spoliées de récupérer leurs trésors ancestraux. La culpabilité de n'avoir pu la sauver me hante encore chaque nuit, mais je sais désormais qu'Élise avait consciemment choisi son destin tragique, acceptant de mourir pour que la vérité triomphe enfin sur l'injustice et l'impunité. Son courage exceptionnel, sa détermination sans faille et son intelligence remarquable ont permis de clore un chapitre sombre de l'histoire européenne, transformant sa mort en victoire posthume contre les forces du mal qui croyaient pouvoir éternellement échapper à la justice des hommes. Chaque œuvre restituée, chaque famille réconciliée avec son passé, chaque criminel emprisonné constitue un hommage vivant à sa mémoire héroïque. L'histoire d'Élise Moreau nous enseigne que derrière les fastes trompeurs de la haute société se cachent parfois des abîmes insoupçonnés, mais aussi que la détermination d'un seul individu peut renverser les empires les plus solidement établis et changer le cours de l'histoire. La prochaine fois, je vous raconterai une autre disparition mystérieuse qui a ébranlé l'Europe des privilèges, celle du prince héritier Régnier de Monaco, volatilisé lors d'une croisière dans les Caraïbes, en emportant avec lui les secrets des paradis fiscaux européens et les codes d'accès à un empire financier de 60 milliards d'euros aux ramifications internationales plus complexes encore que celles du consortium Orpheus.